phénoménal Gukesh, qui à 18 ans seulement réalise l'incroyable performance Elo de plus de 3000 et même proche des 3100 Elo. À ses Olympiades d'échecs, il joue pour l'Inde, au premier échiquier s'il vous plaît, et sur 10 parties, il va ramener 9 points, 8 victoires et 2 matchs nuls. À 2 mois de son championnat du monde contre Ding Liren, ça promet, surtout que Ding Liren, lui, a été beaucoup moins brillant que Gukesh. Alors regardons sa dernière partie à Gukesh, il est opposé au russe Fedoseev, et il a les noirs. Et le russe Fedoseev va lui jouer dans l'ouverture une formation typique du système de Londres. Ça commence par D4, Gukesh répond par cavalier F6, fou F4 de Fedoseev, D5, pion E3, C5, Gukesh utilise son pion C pour aller saper le centre blanc. Si les blancs prennent, le pion est détourné du centre et généralement les noirs jouent E6 pour aller attaquer le pion en C5. Et en cas de B4, on joue à 5 toujours pour essayer de miner, de faire sauter cette chaîne de pions. Alors dans la position, Fedoseev ne veut pas détourner son pion hors du centre. Il va se développer avec cavalier F3. Cavalier C6, on voit l'intérêt d'avoir mobilisé le pion C avant de jouer cavalier C6, tout simplement parce qu'on a une plus grosse pression sur le centre blanc. Les blancs jouent cavalier D2, fou G4, le clouage, C3, voilà, c'est le système typique de Londres, avec cette chaîne de pions pyramidale, très solide, et le fou qui a pris soin de sortir devant la structure de pion. Si le fou était resté en C1, ce serait plutôt typique des systèmes call. Alors là, c'est au noir de jouer, E6 c'est donc joué par Gukesh, et là attention, Fedoseev, il veut profiter du départ du fou de case blanche qui était en C8, qui était à l'aile dame vers l'aile roi, et qui ne peut plus revenir parce que le pion E6 lui bouche la diagonale de retrait, lui obstrue la diagonale de retrait. Eh bien, Fedoseev, il se dit, puisque le fou de case blanche est parti de l'aile dame à l'aile roi, on va aller attaquer les cases blanches de l'aile dame. Et Fedoseev joue dame à 4. Il vient clouer, mettre une pression sur le cavalier C6 et le clouer. Vous allez me dire, bah oui, mais c'est pas dangereux, le cavalier est bien défendu, sauf qu'il peut être encore attaqué par le coup cavalier E5, qui viendrait l'attaquer, tout en attaquant le fou par ailleurs, et fou B5. Donc il peut y avoir une triple attaque sur C6 qui arrive très rapidement. Et c'est pas si facile à désamorcer. Alors, Gukesh, il connaît ce plan, bien sûr. Et il va jouer le retrait du cavalier en D7. Vous voyez, c'est pas intuitif de jouer cavalier D7 ici. Parce qu'on a plutôt tendance à vouloir développer des pièces qui ne sont pas en jeu et pas rejouer plusieurs fois la même pièce. Surtout que les blancs ont déjà développé 4 pièces, on n'en a que 3. Donc on voudrait en développer une 4e, mais non. Il va rejouer son cavalier en défense. Un coup de retrait. C'est pour lutter contre le cavalier E5. Comme ça, le cavalier D pourra prendre le cavalier blanc en E5. Alors si Fedoseev n'a pas ce cavalier en E5, il a encore une autre arme, c'est ce fou B5. Voilà, ça attaque 2 fois le cavalier. Gukesh choisit de le défendre par dame C8. Il ne peut pas aller en C7, le fou contrôle. Tour C1, répondu par Fedoseev, il met un vis-à-vis tour dame. Parce que là, il y a une tension entre le pion D4 et le pion C5, et peut-être qu'à terme, la colonne C pourrait s'ouvrir, au détriment de la dame noire. Bon, bien sûr, la tour n'est pas protégée, mais après petit roc, la tour blanche sera protégée. Gukesh questionne le fou, il joue à 6, il attaque, il y a un échange, fou prend, dame prend, pion prend. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les échanges en C6 ont abîmé la structure de pion noir, avec des pions doublés ici et un pion isolé en A6. Alors, pourquoi Gukesh a-t-il accepté cela? Déjà, pour doubler les pions, les blancs ils ont dû concéder leur fou de case blanche, ce qui veut dire que les noirs ont encore la paire de fous, alors que les blancs n'en ont qu'un seul. On est dans une position qui n'est pas totalement bloquée, qui peut s'ouvrir, et vous savez que quand une position s'ouvre, c'est souvent au profit de la paire de fous, parce que ce sont des pièces à plus longue portée, et qui peuvent tirer tout simplement plus loin, aller plus vite. Donc des pièces qui s'expriment mieux que les cavaliers dans des positions ouvertes. Généralement, c'est pas tout le temps vrai. Alors, une autre constatation, c'est que les pions noirs ont certes des pions doublés, mais après tout, il y a cette tension du pion D4 contre le pion C5 qui peut amener le dédoublement des pions. Donc Gukesh accepte une légère dégradation de sa structure de pion à l'aile dame, au profit de la paire de fous. Les blancs jouent C4, ils cherchent à ouvrir la colonne C pour que leur tour puisse mettre des pressions. F6. Intéressant F6. On subtilise au blanc avec cette poussée en F6 les cases G5 et E5 pour que le cavalier et le fou ne puissent pas accéder à ces cases. Et on libère cette petite case F7 où le roi pourrait se nicher à l'abri sur case blanche. L'adversaire n'a pas de fou de case blanche. Vous allez me dire, oui, mais on pourrait très bien vouloir faire le petit roc avec le roi noir. Oui, c'est vrai. Mais en F7, le roi serait plus proche du centre. Et nous sommes dans une finale. Dans une finale, le roi, il peut œuvrer, mettre la main à la pâte.
il peut apporter sa touche à l'évolution et à la consolidation de la position. C'est pas comme dans les positions où il y a encore les dames, où là, le but du roi, c'est surtout de se faire oublier. Dans les finales, il peut essayer de se montrer. Alors les blancs jouent calé B3, ça attaque C5, il y a 2 attaques, les noirs défendent 2 fois, mais les blancs chercheraient à prendre en D5 pour ouvrir la colonne pour que la tour puisse aussi attaquer. Alors comment faire pour lutter contre cela? Eh bien Gukesh, il a une idée. Il se dit qu'après tout, le calé B3, il peut être déstabilisé par le pion A6. Il joue A5. Comme ça, si les blancs cherchent à faire des échanges de pions au centre, on pourra jouer préventivement A4 pour chasser le cavalier, pour déloger le cavalier. Et les blancs, s'ils veulent jouer A4 même, déjà, ils affaiblissent la colonne B, parce que le pion A4 comme le pion C4 ne peuvent pas reculer, défendre le cavalier. Bon, on ne peut pas utiliser la colonne B par tour B8, le fou prendrait. Mais on peut aussi s'en prendre au pion A4, avec un coup comme calé B6, qui permet tout de suite d'attaquer le pion A4. Donc, dans la position, A5 est joué. Alors, comment réagit Fedosseyev? Il joue H3, cette paire de fou l'embête, il pose la question au fou. Bien, pas de raison pour Gukesh de donner sa paire de fou, il conserve son fou, il joue fou F5. Les blancs jouent roi E2, regardez ce que je vous ai dit sur la sécurité du roi ou la position du roi dans les finales. Les blancs auraient pu faire petit roc, mais Fedosseyev considère que son roi peut également donner la main, essayer de jouer dans cette finale. Donc il va plutôt jouer son roi E2 que faire le petit roc. A4 est joué, on chasse le cavalier qui vient en D2. H5 stabilise le fou, lutte contre la poussée G4 principalement. Les blancs jouent fou G3 parce que, ah oui, on pourrait aussi jouer G5, attaquer le fou, peut-être jouer H4 pour encore l'attaquer. Bon, heureusement, il y a H3 qui permettra au fou de s'échapper, mais en tout cas, il y a une lutte pour l'espace, pour le contrôle des cases à l'aile dame. Les noirs jouent fou E7. Tour C3, alors ça libère la case C1 pour la tour qui ne joue pas, pour la seule pièce blanche pas impliquée au combat. Roi F7, tour C1 comme attendu, tour C8. C'est très explosif un tel 14 de pion, et pourtant depuis tout à l'heure, ça reste en place. Mais là, ça va sauter. Les blancs prennent en C5. Et là, un très joli coup de Gukesh. Il va pas reprendre en C5, il va jouer E5. Il établit un centre de pion, il n'aura pas peur de la prise en D5, d'ailleurs elle a lieu. Cette prise en D5, on reprend, et on a un centre de pion qui étouffe les pièces blanches, les pièces légères blanches. Regardez bien. Le pion F6 solidifie très bien le pion E5, et on contrôle toutes ces cases sur la 4e rangée, ce qui fait que le fou, le cavalier F3 et le cavalier D2 sont finalement étouffés par ce duo de pions. Alors certes, les noirs ont un pion de moins, mais le pion C5 est triplement attaqué par le fou, le cavalier et la tour, et 2 seules défenses. Alors, Fedosseyev, il joue C6. Le cavalier vient en B6, et donc dans cette position, il y a bien un pion de moins pour Gukesh. Mais pourtant, la structure de pion, en tout cas au centre, lui est très favorable. Parce que les blancs, ils ont beau avoir un pion de plus, ils ont ces 3 pièces qui vont avoir du mal à jouer. Les blancs jouent à A3, et regardez ce coup, tour A5, magnifique. La tour utilisait la 5e rangée pour passer devant le cavalier et mettre la pression sur le pion B2. Pion B2 qui sera difficile à défendre parce que les cases C2 et B1 ne sont pas accessibles à cause du fou de case blanche. Donc le cavalier, vous voyez, il n'avait plus rien à faire ici en F3. Et si le cavalier vient en H4 attaquer le fou reculera tout simplement. Alors je ne sais pas, peut-être en H7, et puis après on pourra jouer G5 et repousser le cavalier de toute façon. Donc le cavalier vient en E1. Tour B5, attaque B2, la poussée B4, c'est pas possible, parce qu'il y a des prises en passant. Alors, les blancs jouent cavalier D3, enfin, ce serait possible, mais il y aurait des prises en passant. Cavalier D3 pour défendre B2. Vous allez me dire, oui, mais le fou pourrait prendre le cavalier, et ensuite gagner le pion B2. Oui, Gukesh pourrait le faire. D'ailleurs, il obtiendrait un avantage. Mais c'est là que c'est vraiment très très beau, on voit toute la finesse de sa compréhension. Gukesh, il n'a pas encore tirer profit de tout ce qu'il pourrait avoir de sa paire de fous. Il pourrait la rendre, là, en faisant fou prend cavalier, tour prend B2, mais c'est un peu trop facile, un peu trop direct, et peut-être qu'on peut demander encore plus à la position. Et c'est ce qui va faire la différence entre un immense joueur comme Gukesh et un joueur plus lambda. Beaucoup ici prendraient tout simplement le cavalier sur échec pour prendre le pion en B2, mais Gukesh ici, il va jouer le coup D4. Il veut ouvrir la position au profit de sa paire de fous et en déstabilisant les pièces blanches. L'idée, c'est que
si les blancs ne réagissent pas, qu'ils bougent simplement leur tour, par exemple tour C2, eh bien le pion E5 va s'activer, il y aura cette majorité centrale, on va jouer E4, attaquer le cavalier, puis D3 la fourchette, roi tour. Donc les blancs, sur cette avance du pion en D4, ils ne peuvent pas ignorer le pion, ils doivent le prendre pour casser la majorité de pions des noirs. Mais après la prise, on reprend et on ouvre la colonne E. Déjà, on chasse le cavalier C3 qui recule en C2, et l'ouverture de cette colonne E est dramatique pour les blancs parce que le roi qui tentait d'aider, d'ailleurs il aide bien le roi, il protège le cavalier de la pression sur le fou, mais le roi maintenant peut être pris pour cible, et c'est ce qui se passe avec tour E8. Un départ du fou va attaquer le roi, si le roi bouge ça perd le cavalier, avec l'attaque de la tour qui n'a pas de case, tout s'écroule maintenant. Les blancs jouent cavalier F3, alors je ne sais pas trop ce qu'ils cherchent, attaquer D4, revenir en E1 pour défendre. Tour B3, on attaque 2 fois le cavalier, donc le cavalier revient en E1, et maintenant, l'échec à la découverte, avec l'idée fou B4. La tour attaque sur la colonne, le roi, et on va avoir l'attaque sur le cavalier en E1. Le roi vient en F1, fou prend en E1, la tour ne peut pas reprendre à cause de fou prend cavalier, échec, fourchette en attaquant le roi et la tour, donc c'est le cavalier qui doit reprendre, mais du coup, les blancs perdent la qualité, fou prend tour. Cavalier reprend, attaque le pion, mais le pion avance. On a le pion passé maintenant, on déstabilise le cavalier et en plus on prend le pion B2. Les noirs ont gagné la qualité et ils ont un pion à 2 cases de promotion. Mais vous allez me dire, les blancs aussi ils ont un pion à 2 cases de promotion, le pion C6, qui avance en C7. Mais hop, cavalier C8, le blocage du pion C7. Alors c'est un peu passif pour le cavalier en C8, mais au moins ça limite ce pion C7 et le fou en G3 n'a qu'un rôle purement défensif, alors que les tours noirs ici sont bel et bien à l'attaque. Les blancs jouent H4, tour A2. Le problème pour les blancs, c'est difficile de savoir comment progresser. Alors que les noirs s'en vont prendre le pion A3, puis se décalent et libérer un nouveau pion passé. Et on ne peut pas défendre le pion A3 en jouant tour C3 à cause de tour 1. Et après l'arrivée du cavalier, on prendra et ça sera échec et mat, tout simplement. Donc le pion A3 va tomber. Les blancs jouent fou F4. Certainement que le cavalier va bouger, on va essayer de tenir D2 comme ça, on va voir. Tour prend A3, G3, tour B3, on libère le nouveau pion passé, cavalier C4, vous voyez, le fou, le cavalier tente de tenir la case D2. Tour E6, cavalier D2 attaque la tour, tour B2. Les blancs jouent tour C3. Tour A6. Alors j'aime bien ces manœuvres de tour qu'on a eues dans la position. On avait eu la tour qui est maintenant en B2, on avait vu qu'elle avait fait tour A5, tour B5 pour attaquer sur la colonne B. La tour noire, je ne sais plus où elle était, en C8 peut-être, elle avait fait tour E8, maintenant tour E6 et maintenant tour A6. Il y a des jolies manœuvres de tour ici. Alors la tour se met derrière le pion passé pour propulser ce pion passé, pour qu'il aille jusqu'à dame. On sait que les tours doivent souvent être derrière les pions passés pour non seulement les protéger et appuyer leur avance. Donc tour A3 pour bloquer. Tour C2, cavalier E4, roi G6, roi G2, cavalier E7, roi F3, cavalier D5, les noirs attaquent 2 fois le pion en C7, c'est ce dernier pion qui est dangereux, qu'il faut essayer d'éliminer, et là les blancs jouent cavalier C3. Ils offrent leur cavalier pour obstruer la défense de la tour, le contrôle de la tour sur la case C8. Par exemple, si les noirs prennent du cavalier, le pion va évidemment à dame. Et si les noirs prennent le cavalier blanc de la tour, il y aura un échange des tours, puis le pion ira à dame. Donc le cavalier C3 est tabou, il ne faut pas y toucher. Alors qu'est-ce que fait Gukesh dans la position? Eh bien, puisque le pion C7 est le dernier danger de la position, il va sacrifier son cavalier, il fait cavalier prend C7. Fou prend. Il a maintenant une pièce de moins, mais il a la qualité en plus, il a les 2 tours, et 2 pions passés, il a un jeu de promotion. Et son jeu de promotion, bien sûr, il l'a calculé, il a vu qu'il était gagnant, il joue D2. L'idée maintenant, c'est de prendre le cavalier pour assurer la promotion en D1. Le roi revient en E2 pour contrôler, mais la tour retourne en E6 sur la colonne E, faire échec. Roi D1, la tour s'écarte en B2, et Fedosseyev abandonne. La menace, c'est bien sûr de jouer tour 1 mat. Alors comment les blancs pourraient essayer de résister? Peut-être en jouant cavalier E2. Mais dans ce cas-là, on jouerait tour échec. Si le roi vient en C2, on ferait dame, donc il doit éliminer le pion. Mais maintenant, tour B2 échec, le roi doit bouger quelque part. On prend, les blancs pourraient prendre aussi. Là, on pourrait prendre le pion F2, ou même en étant plus malin, jouer d'abord tour E3 échec, histoire d'éloigner le roi du conflit
des pions à l'aile roi, par exemple roi C3, prendre en F2, et cette finale, Fedosseyev, avant d'abandonner, il avait bien vu cette suite de coups forcés, et il savait que là, il était totalement perdant, avec la qualité en moins et un pion en moins. Et un roi coupé, lorsqu'un roi ne peut pas passer sur une partie de l'échiquier, on appelle ça être coupé par une tour. Voilà. Il est coupé sur la colonne D, il ne pourra pas revenir œuvrer à la défense des pions de l'aile roi. Donc dans la position ici, après tour B2, Fedosseyev a compris que cette menace de tour 1 mat ne pouvait être arrêtée que par cavalier E2, mais que la finale qui résulterait de ce coup serait totalement perdante pour lui. Donc il abandonne face à Gukesh. Alors qu'est-ce que vous pensez de Gukesh? Qu'est-ce que va donner ce championnat du monde dans 2 mois entre Gukesh et Ding Liren, sachant que Gukesh est totalement en feu, alors que Ding Liren, c'est plus compliqué pour lui. Alors vous voyez ce classement final où l'Inde finit en première position, sur le podium en deuxième position les États-Unis, en troisième l'Ouzbékistan. Alors en Inde, on a un autre joueur qui a été phénoménal et dont on reparlera, Erigaisi. Il a fait 10 points sur 11. Vous voyez, un score comme Gukesh finalement qui avait fait 9 sur 10. Gukesh avait joué une ronde de moins, une partie de moins. Alors on voit que la France est un peu plus bas, ici en 18e position avec 15 points, donc ils sont 15e ex-aequo avec l'Ukraine. Voilà, alors n'hésitez pas à me laisser des pouces, des commentaires, à me dire ce que vous pensez de la performance de Gukesh et ce que vous prévoyez de ce championnat du monde qui va avoir lieu contre Ding Liren. Quels sont vos pronostics? Allez, aidez la chaîne et partagez cette vidéo. Au revoir à tous.